Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire, donc ce troisième webinaire dédié aux centres sociaux et à la promotion de la santé. Donc, après avoir exploré précédemment les grands principes de la promotion de la santé et la thématique notamment de la nutrition, donc on vous propose aujourd'hui de plonger dans un sujet tout aussi essentiel, mais qui est parfois un peu invisible, celui des compétences psychosociales et de l'estime de soi. Alors ces compétences, c'est comme une boîte à outils intérieure. Elles nous permettent de faire face aux défis du quotidien, de prendre soin de soi, des autres et de faire des choix éclairés. Et elles jouent un rôle central dans la santé mentale, le bien-être, mais aussi la capacité à apprendre, à s'insérer, à vivre ensemble. Et bonne nouvelle, elle se développe dans les lieux de vie et pas uniquement à l'école ou dans les cabinets de psychologues. Et notamment, donc, les centres sociaux, par leur action, les valeurs qu'ils portent, leurs pratiques d'accueil notamment, sont des terrains fertiles pour cultiver ces compétences de l'enfance jusqu'au grand âge. Donc aujourd'hui, nos objectifs, ça va être de vous aider à mieux comprendre ce que sont les compétences psychosociales, en quoi vous êtes déjà finalement des acteurs qui favorisent le développement des compétences psychosociales de vos publics. Et l'idée, c'est de vous donner aussi des pistes pour aller plus loin à votre échelle et dans vos projets. Donc, ce que je vous propose, c'est donc effectivement en termes d'échange que vous puissiez inscrire vos noms pour que vous puissiez qu'on puisse faciliter l'identification de chacun des participants qui souhaitent intervenir notamment. Pour pouvoir distribuer la parole pendant la réunion, de bien vouloir couper vos micros également pour faciliter l'écoute des interventions qui vont avoir lieu. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on a prévu également des temps d'échange après chaque intervention pour un temps de questions-réponses. Et donc, vous pourrez à ce moment-là lever la main si vous avez des questions et puis utiliser la boîte de dialogue pendant les interventions et on veillera à répondre à vos interrogations. On vous propose également d'allumer vos webcams pour que ça soit plus agréable pour tous et qu'on puisse essayer de se voir aussi les uns les autres. Et puis, dans le cadre de l'animation de ce webinaire, on va notamment être amené à utiliser des outils numériques de participation, notamment via l'outil WooClap. Donc voilà, donc il y aura des échanges un peu interactifs qui vous seront aussi proposés pendant ce webinaire. Donc l'idée c'est de finir vers 4 heures ce webinaire. Je ne me suis pas présentée, donc je me présente. Chloé Stéphan, je suis chargée de projet en promotion de la santé au sein de l'association Promotion Santé Normandie. Et donc je suis remplaçante sur ce projet centres sociaux promoteurs de santé de Laure Bidot, qui est actuellement absente pour congé maternité. Voilà, donc je la remplace pendant son congé maternité, d'où le changement d'interlocuteur aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je vais vous partager mon diaporama. Et puis, je vais laisser la parole pour introduire... Alors, attendez. D'accord, pas de souci. Problème caméra, on comprend. Je vais vous partager donc la présentation. Alors, voilà. Je ne vous vois plus, mais normalement, vous voyez l'écran. Oui, c'est bon, Chloé. C'est bon, merci. Donc, je vais laisser la parole à Alexandra de la Montagne, qui est médecin de santé publique au sein du pôle prévention-promotion de la santé de la direction de la santé publique de l'ARS Normandie, pour pouvoir introduire du coup ce webinaire. Et elle nous a fait le plaisir d'être présente aujourd'hui pour introduire ce webinaire. Merci, Chloé. Je vais être très, très brève. Bonjour à tous.
Donc en effet, l'ARS, soutient depuis plusieurs années et nombreuses années le développement des compétences psychosociales, un enjeu, qui est majeur et qui a été renforcé dans le cadre d'une instruction interministérielle en 2022. Cette instruction, elle vise à, instaurer un cadre institutionnel pour que la génération 2037, elle puisse grandir dans un environnement favorisant le développement continu, de ses compétences. Et donc l'accompagnement des professionnels qui interviennent auprès des enfants, des jeunes et des familles, pour qu'ils puissent promouvoir et développer ces compétences est un des axes, stratégiques essentiels de cette instruction. Et ce webinaire s'inscrit, en tout point dans cette dynamique. Chacun a un rôle à jouer, dans le développement des compétences psychosociales et les centres sociaux et leurs professionnels y ont toute leur place en favorisant, notamment la participation des familles et leur pouvoir d'agir, mais également en adoptant les postures favorables, en créant des environnements bienveillants où chacun peut développer ou renforcer les aptitudes essentielles comme la communication, l'empathie, la gestion des émotions qui sont au cœur de ce qu'on appelle les CPS. L'objectif final étant, bien sûr d'améliorer la santé, des populations. Sans plus attendre, je vais laisser la parole pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, il y a encore une personne qui arrive. Donc, au menu de ce webinaire, l'idée, c'est voilà, de pouvoir avoir ce temps d'introduction qui a eu lieu là dans les secondes qui viennent de précéder. Ensuite, suite à ce premier temps d'introduction et de présentation du webinaire, on va vous proposer de faire un petit quiz sur les compétences psychosociales, donc un quiz qui va être à la fois animé par moi-même et Charlène Poisson, formatrice conseil au sein de l'association Promotion Santé Normandie. Et je laisserai la parole aussi à Charlène pour vous parler un petit peu des compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment on développe ces compétences psychosociales au sein des structures. Et puis, on parlera également, afin de vous outiller sur les outils à la fois documentaires, pédagogiques. On présentera du coup le réseau documentaire et pédagogique par Jennifer Padet, qui est chargée de projet documentaire et pédagogique au sein de l'association Promotion Santé Normandie. Donc voilà pour le déroulé de ce webinaire. Et donc après chaque intervention, on fera un temps d'échange questions-réponses. Alors pour démarrer, du coup, pour démarrer, avant de démarrer plutôt, on voulait vous présenter rapidement l'association Promotion Santé Normandie. On est une association qui a pour objectif de contribuer à améliorer la santé des Normands. Et on a différentes missions pour y arriver, qui sont notamment de contribuer aux politiques de santé publique. On fait aussi du conseil et on accompagne les acteurs des territoires pour à la fois élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets de promotion de la santé qu'ils développent sur leur territoire. On est aussi centre de formation certifié de Calliope, donc on a aussi pour mission de développer les compétences des professionnels en ce qui concerne l'éducation thérapeutique du patient, la promotion de la santé et l'éducation pour la santé. On est aussi centre de ressources documentaires et pédagogiques, donc on a 2 centres de ressources en Normandie, donc à Caen et à Rouen. Et donc on est là aussi pour outiller les professionnels à travers l'emprunt d'outils pédagogiques, notamment pour pouvoir réaliser les actions de prévention, promotion de la santé qu'ils peuvent mener auprès des publics. Et on développe aussi des liens avec la recherche pour essayer de contribuer à mettre en place des actions qui ont apporté la preuve de leur efficacité par des recherches scientifiques. Voilà rapidement pour l'action de promotion santé Normandie. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse démarrer du coup ce petit quiz autour des compétences psychosociales, un petit peu pour voir où vous en êtes par rapport à vos connaissances sur ce que sont les compétences psychosociales. Donc, je vous invite à soit scanner le QR code, soit je vais vous partager le lien dans la conversation pour que vous puissiez du coup
se connecter sur le WooClap et répondre au questionnaire. Voilà. Donc on va se laisser quelques minutes pour se connecter au WooClap. Et je vais départager mon écran là-dessus pour partager le questionnaire. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? N'hésitez pas à le signaler s'il y a des difficultés pour vous connecter au WooClap. Alors, donc, effectivement, si on vous parle des compétences psychosociales, donc qu'est-ce que cela vous évoque? Donc, pour ceux qui ont commencé à répondre, on voit qu'effectivement, ça vous évoque tout ce qui est autour du savoir-être, la santé mentale, tout ce qui tourne autour de la gestion des émotions, que ce sont des compétences qui contribuent à un bien-être à la fois physique et psychologique. Ça permet d'aller vers un bien-être mental et physique. Ça permet de mettre en évidence les savoir-faire de la personne, de développer la confiance en soi. On est surtout autour du bien-être psychologique, l'esprit critique. Différentes compétences qui permettent de gérer les émotions. On a vraiment la gestion des émotions qui revient plusieurs fois. La confiance en soi également. La question de l'empathie aussi qui est interrogée par rapport au développement des compétences psychosociales. La question des attitudes individuelles. L'apprentissage, voilà, quelque chose qui s'apprend. Les compétences cognitives, sociales, émotionnelles. On a l'idée de santé mentale aussi qui revient à plusieurs reprises. Le vivre ensemble également. La question des relations humaines, la relation humaine. La gestion, la relation, l'empathie. La capacité à parler devant des personnes. D'accepter les critiques. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces premiers retours et impressions sur ce que les compétences psychosociales vous évoquent. Ce qu'on vous propose du coup, c'est de pouvoir répondre à cette question et je vais laisser Charlène et on reviendra sur les autres questions de ce petit quiz par la suite. Donc je vais laisser Charlène et je vais laisser le partage à Charlène du coup pour vous faire un retour sur cette première question. Bonjour à tous. Je partage mon écran, j'espère que vous voyez tous bien. Dans vos réponses au WooClap, vous avez déjà des très bonnes pistes concernant les compétences psychosociales. Là, vous pouvez voir du coup une petite histoire un peu du concept et notamment de l'évolution du concept de compétences psychosociales. Donc, il faut savoir que les prémices des compétences psychosociales sont apparues avec la charte d'Ottawa en 1986, donc charte en faveur de la promotion de la santé. Puis, nous avons eu en 1993 un rapport de l'OMS, un premier rapport donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui a identifié des aptitudes individuelles, comme vous l'avez dit dans le WooClap, favorables au développement de l'individu. Et suite à cela, il y a eu un second rapport entre 2000 et 2001. En 1993, ils avaient défini 10 aptitudes individuelles qui marchaient par binôme, donc à développer pour avoir des comportements favorables à la santé. Et entre 2000 et 2001, ils ont fait une réactualisation et ils les ont
redéfinies sous 3 grandes familles, 3 grandes catégories, donc les compétences émotionnelles, les compétences cognitives et les compétences sociales. Nous avons eu une actualisation un peu plus locale en 2022 avec Santé publique France qui a sorti un référentiel revenant sur plusieurs années d'observation, de recherche sur des données scientifiques sur les compétences psychosociales. Et nous avons eu cette année, en 2025, en début d'année, un référentiel opérationnel, toujours de Santé publique France, pour le développement des compétences psychosociales auprès des différents publics. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vous ai juste remis la charte d'Ottawa en faveur de la promotion de la santé pour vous remettre dans le contexte, en sachant que concernant les compétences psychosociales, on va bien sûr les retrouver dans l'acquisition d'aptitudes individuelles, mais aussi dans la création d'environnements favorables, le fait aussi de renforcer l'action communautaire. Elles vont être très présentes dans ces 3 axes et on va bien sûr les retrouver aussi dans tous les autres axes à différents niveaux, à différentes échelles, mais c'est ainsi qu'elle s'inscrit dans la promotion de la santé. La définition telle qu'elle est pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les compétences psychosociales, c'est la capacité d'une personne, à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est vraiment cette capacité que la personne va avoir à maintenir un état de bien-être, donc qui soit mental, mais du coup en adoptant un comportement qui va être approprié, qui va être positif à l'occasion des relations qu'elle va avoir avec les individus, avec les autres individus, dans sa propre culture et dans son environnement. C'est vraiment cette notion d'instant T, d'environnement donné aussi avec des personnes à cet instant-là. Il y a vraiment cette notion d'unité du moment, du temps, des personnes, des lieux qui a son importance. Donc cette définition, elle est inchangée depuis maintenant plusieurs années. Moi, pour ma part, j'ai tendance à traduire les compétences psychosociales comme étant le fait de comment je suis bien dans mes baskets pour être bien avec les autres, quelle que soit la situation, le moment, le lieu donné. C'est vraiment cette vision comme quoi, enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça me parle, pardon. Et finalement, vous savez, on a le plan de vie qu'on imagine sur le quotidien, ce long fleuve tranquille qu'on pourrait espérer vivre. Et il y a ce qui va se passer réellement, qui va être un petit peu plus tumultueux. Et les compétences psychosociales vont être là pour nous aider à faire face aux différentes épreuves qu'on va rencontrer, aux différents imprévus. Et on utilise le mot épreuve parce que il y a des choses qui pour nous peuvent paraître du quotidien, qui peuvent paraître logiques, comme le fait de se lever le matin, d'aller travailler, de prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, mais aussi une bonne hygiène tout simplement. Mais ça peut être pour d'autres individus une épreuve au quotidien de se lever le matin, par exemple. Donc, c'est vraiment cette idée-là aussi. Et ces exigences, ces épreuves du quotidien, il faut pouvoir y faire face. Et les compétences psychosociales sont là pour ça. Et je te laisse la main, Chloé, pour la prochaine question. Je vais vous repartager du coup la deuxième question. Donc la deuxième question que l'on vous pose, c'est selon vous, combien y a-t-il de familles de compétences psychosociales? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Ou est-ce qu'il y en a 5? Donc là, on penche plutôt sur 3. Je vais laisser le temps que tout le monde puisse répondre à la question. On a une majorité pour l'instant de personnes qui cochent plutôt 3 familles de CPS. On a aussi certaines qui pensent qu'il y en a 5. Bon, grosso modo,
il y a une majorité quand même, 80% d'entre vous, en tout cas de ceux qui ont répondu à la question, qui penchent plutôt pour 3 familles de compétences psychosociales. On va s'arrêter là pour cette deuxième question et je vais relaisser la main à Charlène pour justement aller un peu plus loin dans la présentation des compétences psychosociales. Hop, je te relaisse le partage. Et donc, vous aviez vu juste, il y a bien 3 familles, vous l'avez dit tout à l'heure brièvement dans la présentation, mais nous sommes en effet sur 3 familles de compétences psychosociales. On a 2 familles qui sont des compétences intrapersonnelles et une famille qui sont des compétences interpersonnelles. Donc, dans les compétences intrapersonnelles, on a les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Les compétences cognitives, ça va vraiment être tout ce qui va impliquer une activité mentale. Et à contrario, les compétences émotionnelles, c'est tout ce qui va impliquer des processus affectifs. Et enfin, on a les compétences sociales qui, elles, vont vraiment impliquer des comportements avec autrui. C'est vraiment lié aux relations aux autres, d'où le fait qu'elles soient interpersonnelles. Ces grandes familles, on peut les retrouver dans le référentiel donc, que je vous montre là, donc, qui est entièrement téléchargeable sur Santé publique France et consultable. Donc, c'est le tome 1 qui est sorti cette année et il y aura le tome 2, si tout se passe bien, au premier trimestre 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un référentiel qui, aujourd'hui, Santé publique France, a défini le fait que les compétences psychosociales se développaient en 2 phases, donc un tome 1 pour la première phase et un tome 2 pour la seconde phase. Au niveau de la première phase, alors, j'espère que vous allez voir correctement, on va avoir tout ce qui va être une phase de compréhension et d'acceptation. On va retrouver nos 3 familles de compétences psychosociales, donc cognitive en bleu, émotionnelle en rose, sociale en violet, pour vous donner un peu le code couleur. Et dans chacune de ces familles, il y a des sous-compétences qu'on va venir développer dans un premier temps. Donc là, on va être plutôt dans la phase de compréhension et acceptation de ces compétences. On va retrouver par exemple au niveau du cognitif la connaissance de soi, le fait de penser de façon critique, vous en aviez parlé dans la première question, le fait de connaître ses valeurs, ses besoins, ses buts personnels. On va avoir aussi l'auto-évaluation positive ou encore la pleine attention. On peut retrouver au niveau émotionnel le fait d'identifier et de comprendre ses émotions. Et au niveau social, tout ce qui va être lié à la communication efficace et positive, la communication empathique et le fait de développer des liens et des comportements prosociaux. Je reviendrai sur les différentes familles après. La phase 2, donc, qui arrivera avec le tome 2, et va être plutôt sur une régulation et un accomplissement des différentes compétences psychosociales. Et là, on va vraiment plutôt dans comment je vais réussir à exprimer mes émotions, à réguler mes émotions, comprendre et gérer mon stress aussi. Mais aussi, comment du coup, auparavant, j'ai identifié mes buts personnels, mais comment je vais les atteindre, qu'est-ce que je vais mettre en place pour, comment je vais aussi gérer mes impulsions. Et bien sûr, vu que je suis capable de communication efficace, de communication empathique, et comment je m'affirme, comment je résiste à la pression sociale et comment j'arrive à résoudre des difficultés. Chloé, je te laisse la main. Tu n'as pas rallumé ton micro, Chloé. Merci Jennifer. On va passer donc à la 3e question du quiz. Donc, est-ce que pour développer les CPS, selon vous, il est nécessaire d'avoir un projet spécifique et dédié au CPS ? Donc là, globalement, au vu des réponses, on est plutôt sur une majorité de non à plus de 90%. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses et je vais relaisser la main
à Charlène. On a la 4e question aussi, Chloé, qui va dans la continuité comme On fait ça. les deux. Très Ouais, bien. c'est OK. Ok. Merci. On va continuer du coup sur la 4e question. Alors, d'après vous, à quoi faut-il être attentif lorsque l'on souhaite renforcer les CPS des publics? Donc, on a plusieurs propositions et il peut y avoir plusieurs réponses, hein, bien évidemment. Il faut être attentif, selon vous, à la formation préalable des professionnels, à la mise en place d'activités formelles et structurées, à la posture des professionnels ou à la mise en place d'environnements favorables. Voilà. Et donc, comme je le dis, il peut y avoir plusieurs réponses pour cette dernière question. Et pour la question précédente, on nous dit aussi dans le chat, ça dépend aussi du profil des personnes. Mmh. Oui. Alors, donc a priori, ce qui est plus prégnant à faire, sur lequel il faut être attentif, c'est la mise en place d'environnements favorables, selon vous, mais aussi à la posture des professionnels et également, pour une minorité d'entre vous aussi, à la formation préalable des professionnels. Très bien. Eh bien, je vous propose du coup de laisser la parole à Charlène pour répondre à ces 2 questions auxquelles vous venez de répondre. Donc, en effet, vous avez tous un. Alors, pour la 3e question, celle concernant le projet dédié ou pas, on n'est pas obligé d'avoir un projet dédié CPS. On peut, mais c'est en effet quelque chose, moi j'aime à dire, que l'on peut saupoudrer un petit peu dans toutes les activités, dans tout ce qu'on propose, de ce que ça aille de l'accueil du public, vraiment au moment où il franchit la porte de votre structure, jusqu'à l'activité, l'atelier dédié. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver tout du long. Et dans vos réponses aussi à la dernière question, vous avez en effet émis des choses qui sont tout à fait pertinentes. Je vous partage. Il est en effet important du coup de faire attention à la posture des intervenants. Et c'est vraiment quelque chose qui va être crucial dans les interventions sur les compétences psychosociales et de manière générale hein, dans une structure. Je veux dire, vous appartenez tous à des structures, à des centres sociaux. Je pense que vous savez très bien que une posture qui va être professionnelle, qui va être empathique, ça va être important pour établir un lien de confiance avec les publics que vous accueillez. On va parler d'attitudes éducatives et d'attitudes bienveillantes qui vont être aussi nécessaires. Il est important aussi d'aller sur la verbalisation des sentiments. Et il y a quelque chose aussi qui est prégnant, c'est le fait d'avoir une posture cohérente et positive. C'est vraiment cette idée d'incarner finalement aussi ce qu'on prône. Donc, ça joue vraiment un rôle clé dans la réussite des interventions sur les compétences psychosociales, mais pas que sur l'intervention auprès du public de manière générale. Et cette posture est vraiment quelque chose d'essentiel. On va avoir aussi tout ce qui va être lié au débriefing, c'est-à-dire toutes les personnes, tous les intervenants qui vont avoir une action auprès des publics. Ce qui va être important, et ce que vous, en général, faites déjà, c'est les échanges après les activités, après les ateliers, après les événements, tout ce que vous pouvez mettre en place, hein, ce qu'on va appeler un bilan à chaud ou des réunions derrière post-projet pour évaluer toutes ces choses-là. Ces temps de débriefing qui sont très importants, et notamment dans le cadre d'activités CPS. Et enfin, tout ce qui va être les temps informels. Les temps informels, ça va être vraiment des opportunités naturelles pour pratiquer et renforcer les compétences psychosociales. Et un temps informel va vraiment être finalement un temps d'accueil. Ça peut être aussi, moi j'ai tendance à dire qu'il faut toujours être à la machine à café. Mais vous savez, ça peut être ce petit temps convivial que vous faites suite à une journée d'événements où il y a eu plein d'activités proposées et vous avez préparé un petit buffet un petit peu convivial puisqu'on sait que c'est quelque chose qui rassemble. Eh bien, il faut être présent à ce temps-là et il faut avoir cette posture empathique, il faut avoir cette posture professionnelle qui reste disponible et ouverte aux autres, à la compréhension pour pouvoir continuer de renforcer et développer les compétences psychosociales du public. On a des critères de qualité qui sont communs à toute intervention sur les compétences psychosociales. Donc, on les retient sous le mot-clé SAFE.
donc sauver en anglais, mais donc safe, le S, c'est pour séquencer, c'est-à-dire qu'on ne va pas y aller en un seul coup, c'est quelque chose qu'on va séquencer, qu'on va découper dans le temps, qui va être organisé, qui va être coordonné. A pour actif, on va être dans une pédagogie active, on va vraiment... Les compétences psychosociales et leurs apprentissages, ça nécessite la participation des personnes. C'est quelque chose qui se vit pour pouvoir le développer, le renforcer. Le F pour focaliser, on va décider d'une intervention focalisée. Donc, on va cibler des compétences psychosociales clés qui vont avoir été identifiées auparavant du fait des besoins que vous aurez repérés chez vos publics. Et enfin, le E pour explicite, c'est-à-dire qu'on formule, on donne de façon explicite les objectifs de nos ateliers, de nos activités qui sont dédiées au développement et au renforcement des compétences psychosociales. Il faut vraiment que ce soit clairement proposé et présenté aux participants. Et enfin, au niveau d'un atelier sur les compétences psychosociales, donc là on va être vraiment pour le coup sur un atelier dédié, on va faire attention à différents points. Donc l'accueil qui va être mis en place et établi avec un rituel, un temps d'introduction, un rappel du cadre où certains vont aussi parler de règles de vie, d'accords de groupe. Derrière, on va être sur une mise en situation avec une activité dédiée autour des compétences psychosociales. Tout peut se faire par des activités ludiques, comme tout autre projet que l'on peut mettre en place. Et par exemple, un atelier cuisine peut tout à fait être une activité sur les compétences autour des compétences psychosociales où on va les développer, les renforcer. On va aller derrière sur l'analyse de cet atelier, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. On va aller ensuite sur un élargissement, on va établir le lien avec des situations vécues, du quotidien, et aussi leur permettre de saisir finalement le sens de ce qu'ils viennent de vivre. Et il y a enfin l'étape d'appropriation personnelle, et ça va être vraiment l'idée de permettre à chacun de formuler les acquis, les prises de conscience suite à cette activité. Et enfin, la clôture avec un rituel de fin et une évaluation de séance, qui est très importante derrière pour le professionnel, pour l'intervenant, pour améliorer sa pratique. Voilà sur cette partie-là. Avant qu'on continue plus en profondeur sur les différentes familles de compétences psychosociales, est-ce qu'il y a des questions ? Je continue. Dans le chat, en tout cas. Oui, pas dans le... Très bien. Alors, je continue. Surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, Jennifer et Chloé sont là pour m'interpeller, et ou à lever la main et on en échange, il n'y a aucun problème là-dessus. Chloé, juste, je te laisse mettre un peu du temps. Si jamais tu vois qu'il faut que j'accélère, tu me le fais savoir. Pas de souci. Merci. Du coup, on va commencer par les ressources cognitives, où en fait, dans le développement et le renforcement des compétences psychosociales, on part du fait que tout part de l'individu pour ensuite aller vers les autres. Donc, quand on va sur le développement et le renforcement des compétences psychosociales, on part des compétences cognitives, on passe par les compétences émotionnelles et on va ensuite sur les compétences sociales. Bien sûr, on peut aller développer et renforcer en fonction du besoin des publics certaines sous-compétences sociales avant le cognitif, mais en général, il est nécessaire de passer par l'étape cognitive puis émotionnelle pour aller vers les autres. C'est vraiment cette idée de comment j'arrive à bien me connaître moi, à être bien avec moi-même, à bien, du coup, réguler mes émotions pour pouvoir ensuite être bien avec les autres. Donc, les ressources cognitives. Et là, du coup, j'aborde que celles qu'on va avoir en phase 1, donc celles qui sont dans l'identification et la compréhension. Donc, on en a 6. On a le fait d'accroître sa connaissance de soi. On va avoir le fait de savoir penser de façon critique, le fait de connaître ses valeurs, ses besoins, ses buts personnels, prendre des décisions constructives, l'auto-évaluation positive et le fait de renforcer sa pleine attention. Du coup, toutes ces sous-familles, elles viennent vraiment nourrir la conscience de soi, de l'individu, et elles sont vraiment, c'est vraiment cette conscience, cette connaissance de soi, c'est vraiment une compétence clé pour cultiver des liens positifs avec les autres.
Avoir conscience de soi, finalement, c'est aussi savoir ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce qu'on désire, comment ça va influer sur notre comportement. Ça va aussi nécessiter de réfléchir à ce qu'on pense de soi, comment on se juge, comment notre entourage peut influencer aussi nos pensées et nos émotions. Quand cette compétence-là, elle est bien développée, ça nous aide à mieux comprendre nos forces, mais aussi nos limites, et à développer aussi une attitude bienveillante envers nous-mêmes et donc envers les autres. Et comme je vous l'ai dit dans l'explicatif, les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui se vit. Donc, je vais vous faire une petite activité sur les compétences psychosociales. Je vous mets le QR code et le lien dans le chat. Et normalement, le clap est lancé. Oui. Parfait. J'arrête ce partage-là. Je vais donc OK. Donc, la question était, pourriez-vous identifier et partager une valeur qui vous guide? Alors, on retrouve là. Je vais mettre en nuage de mots, ça va plus. 10. Donc, la bienveillance qui revient pas mal pour le coup. L'authenticité, le respect des autres, le respect, la curiosité, l'esprit collectif, l'empathie, la solidarité. Très bien. Et du coup, il y a une deuxième petite question derrière. Pourriez-vous identifier et partager une force ou une qualité que vous vous reconnaissez? L'ouverture d'esprit, l'écoute, la gentillesse, la communication, sociabilité, persévérance, le travail d'équipe, l'adaptabilité, le dynamisme, l'écoute qu'on retrouve à plusieurs reprises, l'adaptation, l'ouverture. Très bien. Est-ce que c'était pour vous facile ou difficile de répondre à ces deux questions? Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez ouvrir les micros, n'hésitez pas. L'idée, c'est aussi qu'on échange ensemble à ce propos. Leïla? Oui, bah, en voyant les réponses, on sait pourquoi on a choisi ce métier-là. Donc, En je pense effet. que en tout cas, ça n'a pas été compliqué pour moi, dans le fait où on est dans les centres sociaux, on est dans la sociabilité, c'est notre travail, entre guillemets. Donc, je pense que ça fait partie de nos missions, personnellement. Oui. Voilà. D'accord. D'autres réactions? Donc, on a eu un facile. Aborder sous le prisme de la force, oui, sous le prisme de la qualité, moins. En effet, et il est vrai que dans le référentiel sur les compétences psychosociales, on utilise beaucoup le mot force plutôt que le mot qualité, qui parle plus, pour le coup, aux individus. Donc, je peux comprendre en effet que
aborder sous cet angle-là, ce soit plus accessible, entre guillemets. D'autres réactions? D'après vous, à quoi ça sert de répondre à ces deux petites questions? Qu'est-ce que ça apporte à l'individu? Leïla, vas-y, je t'en prie. Ouais, j'essaye d'animer en même temps. Axel, tu pourrais Merci. dire quelque chose aussi, je pense. N'hésitez pas Euh, à mettre un message dans le chat, hein, si vous ne sentez pas de partager en live, vous pouvez mettre un message dans le chat. Après, il y a deux choses, j'ai envie de dire, dans le fait où on est dans le social, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. C'est un peu compliqué quelquefois de faire la part des choses, entre guillemets, parce qu'on nous demande quand même de pouvoir justement gérer tout ça. Après, j'ai envie de dire que ça permet de pouvoir identifier nos forces, nous permettent aussi d'avoir justement quelque chose de positif pour pouvoir avancer et de pouvoir monter au fur et à mesure et de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et de savoir déjà ce qui va, c'est pour moi super important. Moi qui travaille auprès des jeunes en insertion, ça reste toujours positif de se dire, bah, tu es capable de ça, tu sais que ça, c'est ta force. Maintenant, sur quoi on va réellement travailler pour pouvoir faire avancer les choses. Et donc, je trouve ça important de pouvoir mettre des mots sur des choses sur lesquelles, ou quelquefois, même le jeune n'arrive pas vraiment à mettre ces mots-là. Mais je dirais, il faut qu'on fasse aussi quand même attention, car on reste dans le social, on n'est pas des médecins. Et donc, c'est pouvoir faire cette part des choses qui est pour moi importante. Voilà. En effet, et tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, hein. Et l'idée, ça va être vraiment finalement d'être à l'écoute et d'accompagner la personne et ses propres ressources, sans pour autant être dans une analyse psychologique ou autre. C'est vraiment cette idée de on en échange, on en discute. On peut le faire par des activités diverses et variées. Par exemple, on connaît ce qui va être les petits blasons de la confiance de soi que l'on peut faire sur des temps pour se connaître un peu, pour partager aussi, ou des petites actions de présentation qui vont être mises. Mais ça permet d'aller renforcer la connaissance de soi, la conscience de soi. J'y vois dans le chat le fait de s'interroger sur soi-même. En effet, quelles sont mes forces? Et finalement, quand on demande le partage de valeurs, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que bah, finalement, ces valeurs, ça va être aussi quelque chose qui va me faire avancer, qui va me donner envie d'agir, qui va me pousser à agir dans certaines situations. Et en effet, je vois aussi dans le chat le fait de se poser les bonnes questions, ça permet d'avoir les bonnes réponses pour nous-mêmes et pour les autres. Et en effet, plus on a une bonne connaissance de soi, plus on est en capacité d'interagir de manière la plus favorable possible avec autrui. C'est vraiment cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je continue donc. Donc, au niveau des compétences cognitives, on va avoir donc dans la conscience de soi le fait d'avoir une meilleure connaissance de notre fonctionnement. C'est vraiment cette idée de se dire je me connais bien et donc je sais comment je fonctionne. Je vais être en capacité de décrypter mes réactions habituelles, mes automatismes, ce qui va me motiver, mais aussi ce qui va me freiner. Ça va bien sûr passer par l'identification des représentations et de l'image qu'on a de soi. Comment est-ce que je me vois? Quelles sont mes forces ou mes faiblesses? Est-ce que cette image, elle est réaliste et bienveillante? Parce que souvent, on n'est pas forcément bienveillant envers soi-même. Quand on est dans cette conscience de soi, on est aussi capable de renforcer notre capacité à penser de façon critique. On va être capable d'apprendre à ne pas prendre tout pour argent comptant, à analyser les informations. On va remettre en question nos propres idées, mais aussi celles des autres. L'idée, c'est de le faire de manière constructive, hein, toujours. Et un autre aspect qui va être important dans cette conscience de soi, ça va être le fait de devenir attentif à la façon dont on se parle. Souvent, on utilise le mot, on parle de monologue intérieur. Et c'est un petit peu cette petite voix, ces jugements, ces encouragements ou découragements constants qu'on va se donner à soi-même. Et ça va vraiment avoir un impact sur notre état d'esprit et sur nos actions. Et du coup, tout ça, ça va venir nourrir et construire notre conscience de nous-mêmes. Je vous ai juste remis aussi ce petit tableau qui donc redéfinit l'image de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance de soi et l'affirmation de soi. Je le trouve assez parlant et important parce que finalement, bah, la conscience de soi, ça passe par toutes ces étapes-là aussi.
Donc, l'image de soi, ça va être vraiment l'image que je me fais de qui je suis, de mes qualités et de mes défauts. Et là, pour le coup, on est pareil dans cette notion d'instant donné, d'instant T. L'amour de soi, ça va être vraiment le fait de se dire j'ai le droit d'être aimé et accepté tel que je suis, malgré mes défauts, et surtout par moi-même. C'est vraiment cette idée de je peux m'aimer moi-même pour ce que je suis, comme je suis, même si j'ai des défauts. L'estime de soi, ça va être l'idée de la valeur estimée par rapport à ma valeur de référence, c'est-à-dire par rapport à ce que j'aimerais être. Finalement, l'estime de soi, c'est la distance entre mon moi réel et mon moi idéal. La confiance en soi, où ça va vraiment être cette idée de je suis capable de faire, je suis capable d'agir, je suis capable de réussir ce que j'entreprends et je le sais, j'en ai conscience. Et enfin, l'affirmation de soi, ça va être vraiment cette idée de je peux dire, je peux faire respecter ce que je considère comme juste et légitime. Toujours dans le respect d'autrui, toujours de manière constructive, c'est sous-entendu de manière constructive, pardon, c'est sous-entendu derrière, mais c'est vraiment cette idée-là qui est importante. Ça va pour vous? Autre petite activité, je vous mets le lien aussi dans le chat. Et donc là, l'idée, c'est de quoi vous avez, la réponse, ce serait de quoi vous avez besoin au quotidien pour vous sentir bien. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous sentir bien? Manger. De l'amour, de la sécurité, l'alimentation, la sérénité, Et la valorisation aussi dans le chat. valorisation, ok. Le fait de rire, ses proches, d'être entouré par la personne, d'être aimé, du temps, socialisation, de créer, l'affection, la tendresse, donc vraiment tout ce qui va être du terme des besoins affectifs, la santé, se sentir évoluer, se sentir en sécurité, le sommeil, besoin d'être seul aussi, donc de se retrouver soi-même. De rire aussi. Ouais. Faire ce qu'on aime, avoir chaud. Je vous laisse continuer, puis on va commencer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à ce mur des besoins? Vous pouvez mettre dans le chat ou parler. Est-ce qu'on a tous les mêmes besoins du coup? Il y a encore des réponses? C'est bon. Du coup, on voit que sur cette notion de besoin, on a des besoins. Alors, chacun a ses propres besoins, ils peuvent être différents. Il y a beaucoup de besoins émotionnels. En effet, il y a beaucoup de besoins affectifs. Je tiens à rappeler que nous sommes des êtres sociaux et du coup, nous avons besoin d'interagir, d'affection, de relation à l'autre. C'est normal. C'est ce qui est primordial. Le fait d'être entouré ou le fait d'être seul, en effet, c'est-à-dire qu'on peut autant avoir besoin, ça va être propre à chacun et à chaque situation, moment de vie. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, ils ont besoin d'être entourés et d'autres vont avoir plutôt besoin de se sentir seuls, de se retrouver avec eux-mêmes pour pouvoir prendre le temps pour eux. Il n'y a pas de besoin matérialiste, non, en effet. On a rarement les mêmes besoins en même temps. En effet, c'est très rare. Les besoins, ils sont universels. On a tous les mêmes besoins pour vivre. Par contre, ils ne se manifestent pas tous en même temps et pas tous avec la même intensité. Ça va être propre à chacun en fonction de ce que chacun va vivre, de ce qu'il va avoir vécu auparavant, de ce qu'il va avoir expérimenté. Même besoin physiologique, différence pour les besoins affectifs, en effet. Et souvent, vous connaissez la pyramide de Maslow pour les besoins.
Et en fait, aujourd'hui, les besoins, ils sont plus vus sous forme de fleurs. Parce qu'on se rend compte que on n'est pas tous sur la même, enfin, cette pyramide de Maslow qui mettait en priorité les besoins physiologiques. Aujourd'hui, on a conscience que tout ne passe pas par les besoins physiologiques et qu'on peut avoir de quoi se nourrir, de quoi dormir. Si par exemple, on ne se sent pas entouré, on se sent seul, ça aura forcément un impact aussi sur nous. Et ce besoin d'amour, d'affection, de lien social, il est tout aussi important finalement qu'un besoin physiologique. Et du coup, le fait de connaître et d'identifier ses besoins, ça permet derrière de connaître ses buts personnels. C'est-à-dire que ça va être vraiment, les besoins, c'est quelque chose qui est moteur, qui nous pousse à agir aussi, comme les valeurs. C'est là pour nous dire, il y a quelque chose qui me manque et du coup, je vais mettre en place des actions pour aller nourrir ce besoin ou pour le combler. On peut utiliser le mot combler. Moi, je préfère le mot nourrir, mais du coup, on le nourrit au quotidien, tout au long de notre vie. Donc, ce qui va être important derrière pour connaître ses buts personnels, eh bien, ça va être de connaître ou reconnaître ses buts. Ça va être aussi de comprendre l'importance que ces buts ont pour nous et que ces buts ils soient concordants. Donc, concordants, c'est qu'ils vont tous, entre guillemets, dans le même sens. C'est qu'ils ils vont pas finalement, nos différents objectifs, nos différentes aspirations dans la vie, elles vont idéalement s'aligner les unes avec les autres et se soutenir mutuellement, plutôt que de se contredire ou de se tirer dans des directions opposées. Pour avoir des buts personnels concordants, il est vraiment utile du coup d'avoir connaissance de ses besoins psychologiques fondamentaux, de ses valeurs personnelles qui vont être aussi à la base de ses buts. Et du coup, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui me motive vraiment? Quels sont mes besoins essentiels en tant qu'être humain? Est-ce que, par exemple, c'est un besoin d'autonomie? Est-ce qu'au contraire, c'est un besoin de connexion avec les autres? Est-ce que c'est un besoin de compétence, un besoin de sens? Et quelles vont être les valeurs qui sont les plus importantes pour moi? Est-ce que ça va être, par exemple, l'honnêteté, la créativité, la justice, la famille? Et en fait, toutes ces petites choses-là, enfin, petites choses, ces grandes choses-là, ça va être la fondation, finalement, de ce qui va nous permettre de définir nos buts personnels et de voir comment on arrive à aligner ces buts avec ce qui est essentiel pour nous. Je vous ai remis du coup une petite fleur des besoins, où on va retrouver bien sûr les besoins physiques, manger, boire, dormir, se reposer, bouger, mais aussi des besoins qu'on peut classer sous le plaisir, le fait de jouer, de rire, de se faire plaisir, estime de soi, donc s'apprécier, s'aimer, se croire capable de réaliser des choses, se respecter. Tout ce qui va être lié à l'amour et l'appartenance, donc le fait d'être aimé, d'aimer aussi, d'avoir des amis, de faire partie d'un groupe, d'être respecté. Besoin de réalisation, donc créer, vous l'aviez mis tout à l'heure, le fait de grandir, s'épanouir, apprendre, faire quelque chose qu'on aime. Et aussi tout ce qui va être lié à la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, de se sentir rassuré, d'être protégé. Et c'est vraiment, finalement, les besoins, c'est vraiment tout ce qui va nous apparaître comme nécessaire en tant qu'être humain. Ils sont légitimes et universels, comme je vous l'ai dit. Et c'est juste l'intensité qui va varier d'un individu à l'autre. Et après, aussi, ce qui va changer, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de les satisfaire. Par exemple, le besoin de connexion sociale, il peut être satisfait par des interactions en face à face pour certains, et pour d'autres, ça va être par des échanges virtuels. C'est vraiment propre à chacun le moyen de satisfaire son besoin. Il y a des besoins qui peuvent être plus présents, plus saillants chez certains individus que chez d'autres. Par exemple, on l'a vu sur le mur des besoins, certains marquaient le besoin d'être seuls et d'autres, au contraire, avaient le besoin d'être entourés. C'est propre à chacun. Et ce qui est juste important, c'est d'avoir en tête ces différences individuelles. Et derrière, la satisfaction de ces besoins, ça va être un puissant moteur dans nos actions. Et c'est finalement les besoins qui sont non satisfaits qui vont nous pousser à agir, à chercher des solutions, à faire des choix. Et plus on est en capacité de comprendre ces besoins, plus on est en capacité de comprendre une grande partie de ce qui nous motive, de ce qui va motiver nos comportements au quotidien. Est-ce que ça va pour vous là-dessus? Pas de questions? Je peux partir du coup sur les compétences émotionnelles. Chloé, je suis dans les temps, c'est bon? Si vous ouais, oui, c'est ça. Tu l'as dit effectivement, si vous avez des questions par rapport à ces compétences cognitives, voilà, on peut prendre un petit temps à la fin de cette, première, présentation, voilà, sur vos réactions, comment vous pourriez comment vous voyez la transposition aussi, au niveau pratique, dans vos structures des
des petits outils qui ont pu être expérimentés là tout de suite. Voilà, n'hésitez pas. On prendra un temps après chaque type de compétence pour faire un temps de questions-réponses. Mais s'il n'y a pas de questions ni de réponses à avoir, on peut passer effectivement aux compétences émotionnelles. Chat. Du coup, les compétences émotionnelles. Pour le coup, là, on a deux sous-compétences. Donc, le fait d'identifier ses émotions et le fait de comprendre ses émotions. Là, ça va être vraiment l'idée d'apprendre à reconnaître et à comprendre ce qu'on ressent réellement. Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais c'est souvent, on est tellement un peu pris dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon du quotidien, qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et juste de se demander qu'est-ce que je suis en train de ressentir là, précisément, tout de suite maintenant. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la peur? Et finalement, pourquoi cette émotion, elle est présente? Pourquoi je ressens cette émotion et pas une autre émotion? Quelle situation l'a déclenchée? Et finalement, quel besoin fondamental peut être en jeu derrière cette émotion? Plus on est en capacité de comprendre ce que nos émotions essaient de nous dire, plus on va être en mesure de réagir de manière adaptée et constructive. C'est préférable au fait de se laisser submerger ou au contraire de les ignorer. On repart sur une petite activité. Hop. Donc, petite mise en situation, 6h30 du matin, le réveil sonne, vous ouvrez les yeux. Comment vous vous sentez? Alors, on retrouve la joie, on retrouve l'envie, la tristesse, le dégoût, l'anxiété, l'ennui. Et deuxième petite mise en situation, vous entendez le camion poubelle juste sous votre fenêtre, ou en tout cas, vous entendez le camion poubelle au réveil. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Pour le moment, on a envie, ennui, joie, colère, dégoût, embarras. Je laisse continuer de répondre à ces questions. On peut commencer du coup. Qu'est-ce qu'on remarque avec ces deux petites situations sur les réactions émotionnelles, sur les différentes émotions que vous avez proposées, sur lesquelles vous avez répondu? Léla, vas-y, je t'en prie. C'est encore moi. La première question, je crois que c'est un choix, vu que c'est notre réveil, entre guillemets, et c'est une envie, peut-être. La deuxième, c'est les poubelles, donc je pense que c'est plutôt gênant et c'est pas un choix. Je pense que les différentes émotions, justement, on se révèle justement par rapport à ça. Donc moi, sachant que j'ai mis le dégoût en premier, mais parce que 6h30 du matin, je commence à la jeunesse, être réveillée à 6h30 du matin, je suis un peu dégoûtée en me disant que je peux encore dormir.
mais j'y arrive pas. Et puis énervée parce que, pour le camion, je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi». C'est pas un choix de ma part, donc sur le coup, je suis un peu énervée d'être réveillée par un camion de poubelle. Voilà. OK, merci. En effet, je voyais dans le chat aussi, du coup, les réactions et en effet, on a, chacun a ses propres émotions face à une même situation. On ressent tous des émotions, mais par contre, face à une même situation, on va pas forcément ressentir la même émotion. L'émotion qu'on va ressentir, elle va être liée à notre vécu, à ce qui est important pour nous, donc nos valeurs, nos besoins et tout ça va vraiment fonctionner ensemble. Je vous remercie d'avoir répondu aux petites questions. Et finalement, ce qu'il faut, avoir en tête, c'est que les émotions, c'est un message. Comme le stress d'ailleurs, hein, c'est vraiment un message qui va être utile, qui va être moteur pour nous. C'est, cette idée de se dire: l'émotion, elle est là pour me dire quelque chose et elle va m'informer sur comment je vis une situation et si mes besoins sont satisfaits ou non. Moi, j'aime bien les comparer un peu à une petite boussole interne où elles nous permettent de nous guider et de nous adapter à un autre environnement, à un instant T. Et elles vont orienter nos comportements et finalement, ces émotions, elles sont indispensables à notre survie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans notre société moderne, on les a au quotidien, mais il faut avoir en tête que les hommes préhistoriques avaient et ressentaient des émotions et que c'est ces émotions qui, par exemple, leur ont permis de survivre. Notamment, par exemple, la peur leur a permis de fuir face à un danger ou au contraire, la colère leur a peut-être permis d'attaquer pour se protéger et ainsi de suite. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose d'essentiel à la survie de l'être humain. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est le rôle informateur de ces émotions. Elles sont pas là par hasard et elles sont comme des signaux qui nous renseignent sur ce qui est important pour nous, sur ce qui nous affecte, sur nos besoins fondamentaux et notamment sur le fait qu'ils soient satisfaits ou non. Chaque émotion est souvent l'indicateur d'un besoin, pardon, sous-jacent. Par exemple, la colère, elle peut nous signaler qu'il y a un besoin de justice ou de respect qui n'est pas satisfait. Au contraire, la tristesse, elle peut indiquer un besoin de connexion ou de perte. Apprendre à décoder finalement, le langage émotionnel, notre langage émotionnel, ça va être apprendre à mieux comprendre nos propres besoins et plus on est en capacité de cette compréhension, plus, l'objectif finalement devient celui d'apprendre à rechercher un équilibre entre l'émotion ressentie et le besoin sous-jacent. Et c'est du coup, ça va être comment je peux accueillir cette émotion, comment je peux comprendre son message, et ensuite comment je vais agir de manière à répondre aux besoins qu'elle révèle de façon constructive pour moi-même, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que je vais, dans tous les cas, on va essayer de satisfaire nos besoins, on va essayer d'aller nourrir nos besoins, mais l'idée, c'est que ça n'ait pas d'un impact néfaste sur les autres. Juste une petite précision, on fait souvent une petite erreur, de langue, c'est-à-dire on dit souvent: que «Je suis triste», «Je suis content», heu, alors que le mot qu'on devrait utiliser, c'est plutôt: «Je ressens de la tristesse». C'est vraiment cette idée qu'on n'est pas notre émotion, mais qu'on a des ressentis qui nous indiquent une émotion. Il faut vraiment avoir en tête que l'émotion, c'est quelque chose de passager. C'est une réaction physiologique qui se passe au niveau du cerveau et ça dure moins de 3 secondes. Et finalement, dans notre langage, on devrait plutôt, partir sur le fait de dire: «Je ressens de la tristesse» plutôt que de dire: «Je suis triste», parce que ça rappelle aussi ce côté où ce n'est que passager et qu'à partir du moment où je vais l'avoir identifié, que je vais l'avoir compris, je vais pouvoir le réguler et donc revenir à mon état émotionnel de base qui va être la joie, puisque c'est l'émotion qu'on cherche toujours à avoir. Et derrière, du coup, vu que ces émotions, ce sont des réactions physiologiques, on a des molécules qui vont se libérer, des hormones. On va retrouver par exemple la dopamine pour le plaisir, on va retrouver l'adrénaline pour la peur ou la colère, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, de l'affection, le cortisol qui va être parfois associé au stress ou aussi à la colère. Mais du coup, bah, toutes ces hormones, elles viennent, nous faire, agir au quotidien et elles nous poussent à réagir en fonction de ce qu'on va vivre, de ce qu'on va ressentir. Et c'est vraiment, ça qui est important à retenir, c'est que l'émotion, elle est là pas pour nous embêter, elle est là pour nous aider à survivre, elle est là pour nous transmettre une information sur ce qu'on vit à l'intérieur de nous, de notre corps. Et cette émotion, on ressent telle ou telle émotion, dans une situation par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à ce qu'on va avoir vécu avant, par rapport à, ce
qui va se jouer en fait à l'instant T où elle va s'enclencher. Et j'aime bien prendre l'exemple, vous savez, d'un enfant qui chute, vous savez, qui commence à marcher et qui retombe sur ses fesses. Et en fait, il y a 2 réactions possibles. Soit le parent panique, soit le parent peut le prendre à la légère et un peu le prendre à l'humour. Et en fonction de la réaction du parent, eh ben, l'enfant va construire sa réaction émotionnelle à lui face à cette situation. Et s'il a en face de lui un parent qui panique, qui intervient tout de suite pour le relever, s'assurer qu'il ne s'est pas blessé ou autre, et ben forcément, l'enfant va dire: «Ah mince, quand je tombe, c'est un danger». A contrario, si, lorsqu'il tombe, le parent en face, pardon, va avoir une réaction plus à la légère, il va en effet s'assurer que tout va bien pour l'enfant, mais il va le prendre peut-être un peu plus sur le ton de l'humour, et bien l'enfant va construire une autre image de cette chute, qui va être quelque chose de plus léger et qui va être quelque chose de moins grave, moins de panique, et derrière, il va construire finalement son identité, son image de lui, ce qu'il est capable de faire ou non, par rapport à ce qu'il va avoir vécu dans son entourage. Ça va pour vous cette nuance-là? Au niveau des compétences émotionnelles, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? On continue alors? On part sur les compétences sociales. Au niveau des compétences sociales, on retrouve 3 sous-compétences. Le fait de communiquer de façon efficace et positive, le fait de communiquer de façon empathique et le fait de développer des liens et des comportements prosociaux. Et finalement, dans ces compétences sociales, le fait de développer des relations constructives, ça va pas être seulement de côtoyer les autres, mais ça va être vraiment l'idée d'avoir une aptitude à adopter des comportements, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, qui vont favoriser ce qu'on appelle des interactions positives, même lorsque les situations, elles deviennent délicates ou complexes. Et pour cela, ça passe par la communication efficace et positive. C'est vraiment le fait d'être capable d'exprimer clairement ses pensées, ses besoins, ses sentiments, tout en étant attentif à la manière dont on le fait. C'est finalement un peu cette idée de on peut tout dire, tout dépend comment je le dis. Et si je le dis de manière constructive, si je le dis de manière efficace, de manière positive, ça veut dire que je suis capable de m'exprimer clairement et du coup de développer des relations constructives. Un autre aspect qui va être important, c'est la communication, de façon empathique, et là, ça va être vraiment l'idée de je suis capable de me mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre son point de vue, ses émotions, ses besoins, même si je les partage pas forcément, même si je suis pas d'accord avec. Ça peut être aussi de dire: «Je suis capable de montrer de la considération, de la sensibilité dans les échanges». Et enfin, finalement, pour développer des relations constructives, on va développer tout ce qui va être liens et comportements prosociaux. Ça va être des liens qui vont être, par exemple, l'entraide, la coopération, le partage, la solidarité. Je vous ai prévu une dernière petite activité. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, première petite question, si vous étiez un aliment, lequel seriez-vous? La fraise, la framboise, une pomme de terre, chocolat. On trouve beaucoup de fruits et légumes. Et deuxième question, si vous étiez un sport, lequel seriez-vous? Alors la danse, le tennis, la natation, la course à pied, le karaté, la marche, l'escalade, la nage, la gym. Aucun sport, ça peut aussi, en effet.
Du coup, d'après vous, en répondant pardon, à cette question, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on développe? Je suis désolée, ça ne veut pas. Qu'est-ce que ça vient travailler? Qu'est-ce que ça vient toucher? En quoi ça va avoir un impact dans les compétences sociales? En quoi ça va avoir un impact dans nos relations à autrui? Ces petites questions. Donc, le plaisir, dans des messages. Et en effet, il y a cette notion-là. Et ça va être aussi je suis capable d'identifier ce que j'aime, ce que je pourrais être, je suis capable de le partager, la personnalité, du coup, réfléchir sur soi, prendre du recul, pouvoir le partager avec autrui aussi. C'est vraiment cette idée-là. J'arrive à partager au mieux l'appartenance à un groupe de pairs, en effet, je remonte en même temps dans les messages, le dépassement de soi en fonction de du sport, par exemple, pratiqué, et aussi le fait de l'exprimer face aux autres. Là, même si on est derrière un écran, il y a quand même le fait de partager ça aux autres. Et donc, en effet, on vient travailler un petit peu toutes ces compétences-là. Et finalement, dans le fait de développer des relations constructives, ça veut dire qu'on a cette capacité à être un soutien pour l'autre. On est capable d'être présent, d'offrir une oreille attentive, d'apporter une aide concrète quand c'est nécessaire. Et ça va être vraiment quelque chose, c'est un pilier fondamental finalement des relations sociales. Ce soutien, il va passer par une écoute de qualité. Vous parlez souvent aussi d'écoute active. Et ça va être vraiment se dire, je ne suis pas non seulement en train d'entendre les mots que l'autre pose, je suis pleinement là, j'absorbe le verbal, mais aussi le non-verbal, les émotions cachées derrière les paroles. Et je vais vraiment chercher à me mettre à la place de l'autre, pour comprendre sa perspective. Et pour que cette compréhension elle soit mutuelle, et ben, il est essentiel pour moi de pouvoir exprimer mes propres pensées de manière claire pour éviter toute ambiguïté. Un autre aspect, excusez-moi, qui va être important, c'est le fait d'être conscient des obstacles qui vont pouvoir polluer notre communication. Ça peut être nos propres préjugés, nos propres filtres personnels, nos difficultés aussi à nous exprimer clairement, ou même les différences culturelles et les blocages émotionnels qui peuvent créer des malentendus. Et apprendre à identifier ces barrières et à les dépasser, c'est un véritable pas en avant finalement dans la relation avec autrui. Pour développer des relations saines, ça veut aussi dire qu'on est capable d'exprimer nos propres émotions de manière adaptée. On ne va pas les garder enfouies, on ne va pas les laisser exploser sans contrôle, mais on va essayer de trouver une façon respectueuse et constructive de les partager avec les autres. Et enfin, quand on est quand on est dans le développement des relations constructives, on est capable de donner et recevoir des critiques. Critiques négatives comme positives. Un complément est une forme de critique. Un compliment, pardon. Et ça va être vraiment cette capacité d'offrir un retour honnête et bienveillant dans le but d'aider l'autre à progresser. Ça va être aussi l'idée d'être ouvert à entendre ces retours qui peuvent m'être faits sur moi-même, même si ce n'est pas toujours facile. Et finalement, ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut les prendre comme des opportunités de croissance personnelle et d'amélioration dans les interactions. Je vous ai remis ce petit schéma de la communication que je trouve intéressant et qui rappelle aussi ce qui est important finalement, et d'où l'importance d'avoir une communication claire et efficace, parce qu'entre le message qu'on pense et ce qui va en rester, ce qui va avoir un réel impact, il y a une grosse différence. Et si vous voulez un exemple concret, on a pensé ce webinaire à 100% avec l'ARS, avec Chloé, avec Jennifer, mais on sait très bien qu'il n'y a que 10% qui auront un impact. Mais ces 10%, l'idée, c'est que ce soit les messages essentiels. C'est vraiment cette notion-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important dans la communication d'être clair et d'adapter aussi son langage à la personne qu'on a en face de nous, dans l'environnement dans lequel on donne, le moment auquel on donne, parce que ça aura tout un effet sur l'impact du message. Enfin, ce qui va être important, ça va être de communiquer de façon empathique. Et là, c'est vraiment cette idée, c'est un peu une gymnastique de l'esprit et ça va vraiment consister à se mettre activement à la place de l'autre. Ça va être s'efforcer de percevoir et de comprendre ce qu'il vit réellement, de percevoir ses émotions, d'essayer de saisir son point de vue, d'identifier ses besoins, même s'ils sont différents des nôtres. Et c'est vraiment une démarche active pour sortir de notre propre cadre de référence et aller à la rencontre de l'expérience de l'autre. Et l'empathie, elle ne s'arrête pas seulement à cette compréhension intérieure. La deuxième étape, ça va être aussi de pouvoir le mettre en mots de façon ajustée. Ça va être capable de reformuler ce qu'on perçoit
de ses émotions, de ses pensées, de ses besoins, d'une manière qui résonne avec lui, qui montre qu'on a vraiment compris avec nos mots, mais vraiment illustrer finalement ce qu'on a compris chez l'autre. Ça va être ça va être le fait d'utiliser un langage respectueux, sensible, précis. On va aussi aller valider l'expérience sans la juger ni la minimiser. Et c'est finalement, on se fait le miroir un peu de ce que la personne est en train de vivre, mais avec nos mots. Et c'est une façon de montrer qu'on est présent, qu'on comprend et qu'on se soucie de ce que l'autre traverse. Est-ce que ça va sur cette petite approche des compétences sociales? Alors, il y a plein de choses dans ces différentes compétences qu'on a vues que vous pratiquez tous déjà au quotidien dans vos différentes missions et dans un centre social, finalement, on le retrouve, le développement et le renforcement des compétences psychosociales. Vous êtes déjà en plein dedans. C'est des choses que vous faites déjà au quotidien. Parfois, on n'en a pas toujours conscience. Et ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et aussi de se dire, ah là, j'ai un levier pour aller, par exemple, travailler l'estime de soi de cette personne parce qu'il y a un besoin. Ou là, je vais pouvoir l'aider à travailler sa relation avec autrui. Et bien sûr, ça va passer par l'exemplarité, par la posture, par l'environnement qu'on va créer pour que ces compétences se développent au mieux. Et quand on dit dans les critères efficaces que la verbalisation des sentiments est importante, c'est parce que bien, ça va venir comment dire, c'est vraiment, vous allez refléter, en fait, vous allez incarner ce que vous essayez de développer chez l'autre et au bout d'un moment, naturellement, la personne va vouloir, va faire de même. Vous savez, c'est comme un enfant, on sait qu'on est exemple, on sait qu'on est modèle. En tant qu'adulte, on est un adulte de référence et forcément, on fait attention à notre posture pour donner la meilleure posture possible pour que l'enfant se développe au mieux par rapport à cette posture-là et qu'il soit dans des relations constructives. Et c'est la même idée avec l'adulte. C'est vraiment se dire, je suis le reflet de quelque chose pour lui et il faut que mon reflet soit le plus authentique, le plus honnête, le plus bienveillant, le plus empathique possible. Et ça va être vraiment toutes ces postures d'écoute active, de bienveillance, de considération de l'autre aussi, qui vont venir renforcer et développer ses compétences sociales. Plus vous allez être capable d'être dans une écoute empathique, plus la personne va derrière être capable aussi de développer cette compétence-là parce que c'est quelque chose qu'elle va apprécier vivre, qu'elle va identifier. Ça a vraiment un impact. Donc, et derrière aussi, quand on parle d'environnement favorable, alors on ne parle pas que du lieu physique en soi, mais aussi de toutes les personnes qui vont interagir autour du public. Et par exemple, dans un centre social, l'environnement favorable, ça va être que tous les acteurs du centre social agissent dans le même sens. Donc là, si vous partez dans un objectif de développement et de renforcement des compétences psychosociales, ça va être aussi d'agir en faveur de ça et donc de tous agir de cette même manière, que ce soit vous, des intervenants extérieurs, et de ne pas aller pour le coup à contre-courant parce que ça va être faire derrière un ensemble qui n'est pas cohérent pour l'individu et ça va être difficile, ça va rendre plus compliqué en tout cas le développement, le renforcement des compétences psychosociales. C'est vraiment des choses qui sont importantes et bien entendu, ça veut aussi dire que c'est quelque chose qu'on met en place aussi en interne, c'est-à-dire que les compétences psychosociales, quand on va travailler, développer, renforcer celles de nos publics, on va aussi venir toucher celles de nos salariés, de nous en tant qu'individus, de nous en tant qu'intervenants. Et c'est aussi avoir conscience de ça et du coup, comment je crée aussi un environnement favorable à mon équipe pour qu'elle puisse développer les compétences psychosociales des publics derrière. C'est tout un ensemble de choses. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est le moment pour y aller. Avant de passer effectivement à la présentation des ressources et des outils d'intervention, on peut prendre maintenant un temps d'échange, questions-réponses, pour répondre à vos questionnements. Pareil sur le côté pratique aussi de la mise en place. Là, Charlène a insisté sur la posture et effectivement et les environnements favorables pour pouvoir développer les compétences psychosociales des publics. Si vous avez des questions aussi spécifiques sur la mise en place d'actions, de programmes d'action dans le temps, comment ça se met en place aussi, si vous voulez voilà, échanger là-dessus, n'hésitez pas. On peut prendre 5 minutes pour échanger ensemble sur ces questions-là. Et là, oui.
Moi, j'avais un petit retour à faire dans le faire. Vous parlez de posture. Moi, je travaille pas dans les centres sociaux, mais je sais comment ça fonctionne dans les centres sociaux. On reste humain. Déjà, moi, je trouve que même dans la posture qu'on peut avoir, on peut aussi montrer aux jeunes avec lesquels on travaille les difficultés aussi qu'on rencontre, le côté bienveillant et tout. Je pense que c'est important aussi qu'ils sachent que on reste des humains derrière et qu'on rencontre aussi nous-mêmes nos difficultés. Après, il y a le cadre aussi professionnel. Moi, je sais que j'ai des collègues qui travaillent dans les centres sociaux. Ça peut être aussi compliqué de mettre le cadre adéquat pour pouvoir accueillir le jeune ou les familles dans un cadre dit de bienveillance, etc. Ça peut être compliqué. Donc, c'est de savoir un peu comment on peut travailler avec les centres sociaux ou comment on peut travailler sur des structures où on sait qu'il y a beaucoup d'allers-retours, où on sait que quelquefois on n'a pas les locaux adéquats, etc. Ça reste compliqué en tout cas. Moi, j'ai de la chance d'avoir un bureau individuel, donc j'ai pas cette problématique, mais des collègues peuvent l'avoir. Mais simplement pour faire ce retour en se disant, bon, bah voilà, on a des publics qui sont de plus en plus, et moi au niveau de la jeunesse, dans des difficultés. On parle beaucoup de santé mentale, entre guillemets, au niveau des jeunes que l'on rencontre aujourd'hui. Il est difficile aussi pour eux de trouver des mots. Sur les difficultés qu'ils rencontrent, que ça soit, comme vous dites, cognitif, émotionnel ou social, où on se dit il faut trouver la solution, trouver leurs besoins, mais eux-mêmes, ils ne le savent pas automatiquement, donc il faut qu'on gratte sans avoir justement à avoir ce profil et de ce cadre que je disais tout à l'heure au niveau médical. Donc voilà, c'était juste pour faire un retour des difficultés qu'on peut rencontrer nous aujourd'hui au niveau de la jeunesse. En tout cas, moi, je suis beaucoup sur les 18-25 ans sur de l'insertion professionnelle. On est à Cherbourg-en-Cotentin, on n'a pas de difficulté d'emploi, mais ceux qui ne sont pas en emploi aujourd'hui ont beaucoup de choses à régler auparavant. Et donc, nous, on est beaucoup à travailler en partenariat avec des professionnels pour accueillir et orienter ces jeunes-là. Mais ça reste difficile. Moi, j'ai vu quelques jeunes aujourd'hui où ça se passait bien et puis d'un coup, ça tombe. On ne sait pas d'où ça vient et comment on peut faire. On a aussi cette difficulté qu'il peut y avoir sur le cadre familial, du travail qu'on peut faire, nous, sur nos structures ou sur nos bureaux, et un retour à la maison qui fait boum et qu'on recommence le lendemain. Donc on est un peu dans un cercle vicieux qui fait que oui, c'est important. Moi, je sors aussi de la formation sur les premiers secours mentaux. On a de plus en plus de jeunes qui sont sur des crises d'angoisse, sur de l'addiction, etc. Donc c'est compliqué aussi pour nous de pouvoir faire ce suivi de jeunes ou de moins jeunes, parce qu'on a aussi des familles et des enfants. Donc après, oui, le cadre, c'est important. Oui, la bienveillance, l'écoute, notre posture est importante, mais on reste humain et on n'a pas toutes les cartes en main. Donc c'est pour ça que je parlais d'outils tout à l'heure. Du fait, je pense qu'on a aussi besoin de ça. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche aussi, de plus en plus d'outils pour pouvoir justement travailler avec ces jeunes, même si on en a quelques-uns. On a récupéré des jeux sur des besoins, sur des qualités, etc., pour pouvoir avancer parce qu'ils ont du mal à trouver leurs mots. Mais je pense qu'on a encore un manque d'outils, d'outillage, en tout cas, d'actions, d'ateliers qui nous permettraient d'aller encore un peu plus loin en tant que professionnel du social et pas médical. Voilà, merci. Chloé, tu veux répondre ou je peux y aller? Tu peux y aller et puis je Très compléterai. bien, ça marche. Du coup, je te rejoins, Léla. En effet, la bienveillance envers l'autre, mais du coup, en priorité envers soi. C'est-à-dire que on reste des humains, et ça, j'insiste là-dessus. Même une machine, elle peut tomber en panne, donc un humain a le droit aussi d'avoir pleinement ses capacités et parfois moins, parce que bah, quand vous avez vu 10 suivis individuels dans la journée, et bah, c'est pas forcément simple derrière de pouvoir être toujours frais et disponible et empathique et dans l'écoute. Et c'est tout à fait normal, puisque vous restez des êtres humains. On fait tous au mieux avec les cartes qu'on a en main, c'est ce que je dis toujours. Pour ce qui est des outils, des techniques, alors Jennifer va vous en présenter quelques-uns. Après, j'ai envie de venez faire une formation de 3 jours avec moi et là, je vais vous en faire vivre un paquet parce que c'est voilà, des choses qui sont importantes. Alors, je suis aujourd'hui formatrice conseil chez Promotion Santé Normandie, mais j'ai 7 ans d'action sur les compétences psychosociales auprès des enfants, des jeunes et des parents. Donc, voilà, j'ai mis des choses en place. Il y a des choses qui se font. En effet, ça, c'est limite. Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a ce qu'on va mettre en place, nous, dans la structure qu'on a d'accueil du public, que ce soit un centre social, que ce soit un chantier d'insertion. Il y a tout ce qu'on va mettre en place et puis il y a ce qui va se jouer à l'extérieur. Et l'idée, c'est de se dire que tout ce que vous donnez dans votre atelier, dans votre journée où vous accompagnez la personne, dans votre rendez-vous, ça lui donne des billes pour pouvoir s'en sortir en dehors.
Je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, je dis juste qu'au moins vous l'outillez, vous lui permettez d'avoir des ressources personnelles pour pouvoir finalement affronter les épreuves du quotidien. Et c'est vraiment cette idée-là. Bien sûr, vous restez humain. Les compétences psychosociales, ce n'est pas une baguette magique. L'idée, c'est juste de se dire, on identifie, on conscientise toutes ces compétences qu'on a et on essaye de voir lesquelles on peut mobiliser en fonction des situations qu'on rencontre. C'est vraiment un gros travail finalement de conscientisation et d'identification. Et derrière, les choses se font au fur et à mesure. De toute façon, les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui se développe tout au long de notre vie. Parce que chaque situation est nouvelle, chaque personne est nouvelle, chaque lieu est nouveau. Et forcément, il va falloir qu'on développe, qu'on renforce de nouvelles compétences à chaque fois. C'est quelque chose de normal. Je pense que j'ai essayé d'être brève. Je ne veux pas prendre trop le temps non plus parce que Jennifer a besoin. Et je vois que Chloé va intervenir. Et je compléterais aussi, donc effectivement, vous avez la main sur, par rapport au lieu de vie dans lequel vous accueillez le jeune, vous avez la main sur ce lieu de vie-là. Et donc l'idée, c'est vraiment, voilà, au-delà des difficultés effectivement que le jeune peut rencontrer dans sa famille, dans son entourage, c'est de voir, voilà, vous pouvez aussi contribuer finalement au développement de l'estime de soi et d'avoir et de créer un environnement favorable. Certes, voilà, tous les environnements ne sont pas forcément favorables, mais le vôtre, en tout cas, essaiera de tendre à l'être. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose de forcément parfait, mais en tout cas, il faut savoir aussi que le développement des compétences psychosociales, c'est aussi une stratégie un petit peu transversale, finalement, à toutes les thématiques que l'on peut travailler avec les publics. On l'a vu tout à l'heure, Charlène a décrit un petit peu une séance type avec le temps, le rituel d'accueil, de poser le cadre, voilà, et de pouvoir expérimenter, analyser, faire des retours sur le vécu des techniques d'animation qui ont pu être expérimentées. Finalement, on peut travailler voilà, les compétences psychosociales dans un atelier aussi sur la nutrition. Voilà, Charlène parlait effectivement d'ateliers cuisine, par exemple, que notamment dans les centres socioculturels et centres sociaux, c'est des activités qui sont proposées. Et du coup, à partir voilà, de cet exemple de déroulé finalement de séance, on peut aussi travailler les CPS en lien avec d'autres thématiques. Et l'idée, c'est toujours effectivement de travailler aussi sur ce que Charles nous a fait expérimenter, voilà, comment vous avez vécu cette activité, à quoi ça sert de travailler là-dessus, et pour faire verbaliser, pour faire conscientiser finalement les compétences psychosociales que les jeunes développent. Puisque aussi c'est important, c'est le rôle aussi des professionnels qui accompagnent les publics, c'est aussi de justement leur permettre à travers les ateliers qu'ils mettent en place ou les temps informels, c'est vraiment de faire prendre conscience en fait aussi des compétences qui sont développées, parce qu'on n'a pas toujours, on les mobilise en fait au quotidien, mais la prise de conscience, le développement, le renforcement des compétences psychosociales, ça passe par la verbalisation, ça passe par l'échange sur le ressenti de l'activité. Donc voilà. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut mettre en place au quotidien avec ces publics sur n'importe quel type d'activité, pas forcément en lien non plus avec la santé, ça peut être sur la citoyenneté, mais c'est voilà, poser un cadre bienveillant et puis mettre en place des étapes et du débriefing autour des activités qui sont vécues. Et du coup, j'en profite, c'est vraiment, ouais, pour rebondir, c'est vraiment des petites graines finalement qu'on va semer chez les individus et on espère qu'elles vont germer et qu'elles vont prendre racine en eux et que ça va leur permettre derrière d'affronter le quotidien. Et on peut le voir sur Santé publique France, il y a un référentiel qui est sorti en 2022 qui revenait sur, notamment chez les enfants et les jeunes, sur l'impact du développement, du renforcement des compétences psychosociales. Et c'est aussi un outil de prévention, notamment en termes d'addiction, mais aussi en termes de santé mentale, où on va aller contribuer, renforcer le bien-être des enfants et des jeunes à travers le développement et le renforcement de ces compétences-là. C'est vraiment aussi cette idée-là. Tu parlais tout à l'heure de santé mentale et en effet de tout les difficultés rencontrées chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Et finalement, après maintenant quelques années de travaux, de recherche, de programmes probants sur les compétences psychosociales, on se rend compte vraiment que ça a un impact aussi là-dessus et que la charte interministérielle dont on a parlé au tout début, donc c'est une charte interministérielle qui circule au niveau de l'éducation nationale et qui a pour objectif de développer et renforcer les compétences psychosociales des enfants d'ici à 2037 et d'avoir un peu une génération qui est entre guillemets outillée pour faire face au quotidien et donc derrière avoir une santé mentale
qui est plus renforcée, en tout cas grâce à ces compétences psychosociales. Donc, c'est l'objectif visé. Maintenant, il faudra laisser le temps de former les acteurs et de leur permettre aussi de mettre en place les projets, parce que ça demande de l'investissement et de l'énergie, mais c'est aussi très intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est qu'on sait que vous avez déjà énormément de projets, vous avez déjà énormément de choses sur le feu, et de voir les compétences psychosociales comme quelque chose que vous pouvez vraiment semer un petit peu partout dans vos activités. Ça peut être un rituel de 2-3 minutes sur une début d'activité qui va être tout autre, ou alors sur un petit bilan à la fin, ou comment vous vous êtes senti sur cet atelier aujourd'hui, ou comment vous avez vécu cet événement, et toutes ces choses-là. Et en fait, ça va pousser les gens à s'interroger sur ça, en fait. Et c'est des questions qu'on leur pose pas forcément au quotidien. Et du coup, de te demander, tiens, comment je me sens là tout de suite maintenant, déjà, ça va, à force d'être fait et refait, ça va venir semer une petite graine différente en eux. Merci beaucoup, Charlène. Du coup, on va laisser la main pour ces derniers temps du webinaire à Jennifer Palais, donc chargée de projets documentaires et pédagogiques à Promotion Santé Normandie, et qui va vous exposer du coup un petit peu quelques ressources documentaires, mais aussi des ressources pédagogiques, des outils d'intervention qu'elle a choisi de vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc Jennifer, je vais te laisser la main. Merci. C'est ça. Merci Chloé. Je vais faire un petit focus sur 3 outils qui sont disponibles en ligne, que j'ai choisi du coup aujourd'hui. Alors. Effectivement, hein, Chloé et Charlène le disaient, hein, les CPS agissent de manière transversale, et j'ai fait le choix de sélectionner un outil qui s'appelle Jeu de corps, et qui, chez nous, dans nos rayons, est rangé du côté du corps et de l'anatomie, mais qui se prête vraiment très bien à l'estime de soi. Bon, il était déjà ouvert. Alors, c'est un jeu qui a été créé par le CRIPS Île-de-France, qui crée beaucoup d'outils dématérialisés. Il y a énormément de ressources en ligne sur les compétences psychosociales, les addictions, la santé sexuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Si vous connaissez déjà ce site, vous vous rendez peut-être déjà compte qu'il a été modifié. Il a été repensé, recréé récemment. Et en fait, désormais, il faut créer un compte pour pouvoir accéder aux documents. Et alors, le compte est gratuit, mais effectivement, je ne sais pas quel est l'objectif derrière ça. Peut-être de cibler un peu plus les professionnels qui utilisent leur site, peut-être avoir une dimension géographique aussi. En tout cas, j'ai pas la réponse à cette question, mais toujours est-il qu'il faut maintenant se créer un compte professionnel pour pouvoir accéder aux outils. Hop. Donc, l'outil se présente comme ça. En fait, il est très simple d'utilisation. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Il est imprimable, il est téléchargeable gratuitement, etc. Et il est, comme souvent les professionnels aiment, clé en main, comme on aime à le dire. Et là, il va plus cibler une intervention auprès des jeunes de 16 à 19 ans. Et du coup, en passant par cette thématique du corps, on va vraiment travailler l'estime de soi. Il est clé en main parce que du coup, il va indiquer les objectifs qui vont, qui vont être abordés par cet outil. Donc, améliorer l'estime et l'acceptation d'eux-mêmes, donc des jeunes et leur confiance en eux, développer leur capacité à respecter les autres et leur singularité, et développer leur esprit critique par rapport aux normes corporelles établies par la société. Donc là, on a vraiment bien cette dimension des compétences psychosociales. Et du coup, à l'aide de cartes de jeu, en fait, il y a toujours 4 cartes par thématique. Donc, débat musclé, je vais revenir, ce serait peut-être plus simple. Débat musclé, face cachée de l'acné, mince affaire, pile poil, à fond les formes et un corps, plusieurs postures. On va faire choisir les jeunes en fait sur quelle dimension on va débattre. On n'est pas obligé de débattre sur toutes les dimensions. Et à chaque fois, en fait, il y a 4 propositions de photos. Donc là, sur la thématique du corps musclé, on va avoir ces propositions-là. La face cachée de l'acné,
on va avoir ces photos-là. Et en fait, le but du jeu, enfin le but du jeu, l'intérêt de l'outil, ça va être de piocher autour des cartes que l'on aura déjà prédéfinies autour des thématiques. Et donc, en fait, d'avoir un débat autour de la photo que l'on aura piochée. Et donc, comme je disais, comme c'est clé en main, en fait, en fonction des thématiques, on va avoir des questions de relance. Par exemple, sur la thématique pile-poil, voilà, on va être autour de la pilosité des corps. Comment trouves-tu ce corps, cette personne? Est-ce que les poils sont naturels? Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque chez toi, etc. Et puis après, on va avoir aussi des précisions physiologiques. À quoi servent les poils, hein, parce que ils sont pas là par hasard. Hein. C'est vrai que on aime à les enlever, mais à la base, génétiquement parlant, ils servent à quelque chose. Et donc, on va avoir un peu ces discussions autour de ça. Donc ça, c'est le premier outil. Euh, alors, euh, deuxième outil. Il y avait une question, Jennifer, c'est Oui, est-ce et qu'on peut alors je voyais s'adapter pas, à oui, des effectivement. collégiens? Alors, ça dépend en fait des photos que vous allez choisir. Par exemple, autour de l'acné, effectivement, ça peut s'adapter à des collégiens. Après, il y avait une dimension un peu plus physique et sensuelle, si on peut dire, en fait, mais qui va se refléter aux réseaux sociaux, mais qui montre quand même des corps un peu plus adultes. Donc, soit vous arrivez à trouver cet équivalent avec des corps un peu plus enfantins, un peu plus adaptés aux collégiens. Et on va tourner le débat autour de ça, effectivement, avec les questions de relance, etc. Mais effectivement, les photos proposées dans cet outil vont être davantage des corps d'adultes et du coup, les collégiens peuvent peut-être un petit peu moins s'identifier et ça peut peut-être un petit peu moins fonctionner. Mais en tout cas, autour des questions, on peut avoir quand même ce débat complètement. Oui, voilà, des sixièmes, effectivement, si ce sont des sixièmes, il faut peut-être réadapter les photos. Ensuite, hop. Le deuxième outil va un peu plus s'adapter aux plus jeunes enfants et on va plutôt tourner autour des techniques d'animation et comme l'évoquait Charlène tout à l'heure, on va être plus sur le cognitif, la connaissance de soi et on va entrer dans les CPS de cette manière-là. Alors, tester, c'est-à-dire, c'était quoi la Par question? rapport à l'orthographe, je pense, en fait. Oui, c'est ça, je Ah, corrigeais la pardon, faute. oui, Je parce que l'ai j'ai juste vu, je vu me ce suis fait mot mal qui... aux yeux. Pas de souci, j'ai juste vu Pas de le mot souci. qui s'affichait et du coup, j'ai juste vu tester, donc pas de souci. Euh, alors, pour... Hop, ça, on a fait. Et donc, ça s'appelle Je cultive l'estime de soi avec Tim. Donc, c'est un outil qui est belge. Ça, effectivement, hein, si vous connaissez un peu les compétences psychosociales, les Belges et les Canadiens sont un petit peu en avance sur les Français. Et du coup, alors là, il faut peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à l'esthétisme de l'outil, mais peut-être s'en servir en tout cas pour la forme non, moins sur la forme, pardon, mais plutôt sur le fond. Et du coup, s'approprier le livret, en fait, donc il va s'adresser à des enfants et ce carnet peut être, comment dire, personnel. En fait, vous pouvez imprimer des carnets et chaque enfant va remplir son carnet. Comment te vois-tu? Les descriptifs. On a parlé tout à l'heure des blasons, donc effectivement, il propose un blason aussi, cet outil-là. Donc on le voit ici, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me rassure, ce qui me fait peur, etc. Et donc on peut partager aussi, hein, si on fait une activité de groupe, pour voir ses forces, ses différences, ce qui nous rassemble, etc. On va toujours en tourner un petit peu autour des mêmes activités. Et donc le livret professionnel. Hop. Donc, il va reprendre ce carnet page par page et activité par activité. Et il va d'abord commencer par l'estime de soi, c'est quoi? On va revenir un petit peu sur de la théorie. L'estime de soi, c'est bon pour la santé, etc. Et il va donner des petites astuces à chaque fois. Donc là, je passe la théorie assez rapidement, mais si vous voulez vous replonger dedans, le livret le propose. Hop. Alors. Voilà. Donc, ce livret appartient à, et à chaque fois, il y a des précisions.
on invite l'enfant à s'identifier sur le livret pour vraiment qu'il se l'approprie et qu'il puisse y retourner et pourquoi pas faire une évolution aussi. Donc noter la date, à cette époque-là, je ressentais ça, je me considérais comme ça, je me représentais comme ça et un an plus tard, où j'en suis. Ça peut être aussi une façon d'utiliser le livret. Tout est possible. Et donc, à chaque fois, ces bulles grises vont apporter des précisions et guider un petit peu l'animateur dans l'utilisation du livret. Un autre outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le jeu Action Vérité, donc pour les enfants, qui propose du coup des cartes et chaque couleur va proposer une thématique. Donc les cartes bleues vont travailler le sentiment de sécurité et de confiance, les cartes rouges vont travailler la connaissance de soi, les vertes l'appartenance au groupe et les oranges le sentiment de compétence et de réussite. Donc là, il y a un schéma autour de l'estime de soi. Et du coup, bon là, juste comment dire, la petite attention à avoir, c'est que on a parlé tout à l'heure de l'évolution des compétences psychosociales au fil des ans, hein. Charlène a réévoqué les années d'évolution. Et là, on est avant donc la dernière classification de 2022. Et on va pas être comment dire, sur la classification simplifiée, on va être sur la précédente. Mais pour autant, cet outil permet quand même de travailler les compétences psychosociales. Donc encore une fois, c'est un outil qui va être clé en main, imprimable. Et effectivement, si vous avez la possibilité de plastifier et d'imprimer, tout est disponible. Donc là, il y a l'impression du dé, puisque ça se joue avec un dé. L'enfant va jeter le dé et en fonction de la face qui va apparaître, soit elle va décider de prendre l'action ou la vérité si on tombe sur comme tu veux, et donc l'action si on tombe sur l'action. Les cartes, donc pareil, hein, comme je disais, comme il est clé en main, on va vraiment avoir comment dire, les objectifs, le concept, le public. Donc là, on va être plutôt sur des plus petits, hein, je le disais, sur des 7-8 ans. Et avec des conseils d'utilisation importants, hein, c'est utilisé, c'est surligné, pardon. Ne pas utiliser l'outil comme un brise-glace parce que l'éditeur conseille vraiment d'utiliser cet outil avec un groupe qui se connaît déjà et qui n'aura pas peur de prendre la parole ou de faire les actions qui vont qui va tirer au sort. Donc ça, c'est important. Et du coup, il faut avoir ça en tête vraiment quand on utilise l'outil. On prête aussi des outils brise-glace, mais effectivement, j'en avais pas. Ceux que je préfère n'étaient pas disponibles en ligne. Donc, je vous inviterai plus tard aussi à venir dans les centres de ressources pour pouvoir les consulter et éventuellement les emprunter. Donc, un exemple de jeu action en vérité. Donc, si on retourne sur le code couleur, là, on est sur le sentiment de sécurité et de confiance. Et donc, les cartes d'action proposent ce genre d'activité, en tout cas sur cette thématique-là. Donc, impose-toi une règle jusqu'à la fin de la partie, engage-toi à échanger ta collation, donc ton goûter avec quelqu'un du groupe, impose une règle à quelqu'un du groupe jusqu'à la fin de la partie, c'est toi qui décides. Bon, après, hein, effectivement, on a parlé du cadre tout à l'heure, c'est aussi à l'animateur de la partie de toujours rester veiller à être dans la bienveillance et le respect de toutes les règles. Bien évidemment, on ne va pas partir sur des choses méchantes ou des actions vraiment qui pourraient mettre en difficulté le joueur qui va participer à cette action. Et donc là, pour la même, comment dire, pour le même jeu, on va être sur les cartes pour le même code couleur, pardon, sur la confiance en soi et la confiance aux autres. On va être sur les vérités. Donc là, on va demander d'expliquer, de répondre à la question qui va être tirée au sort. Qu'est-ce qui te détend vraiment? Explique. Acceptes-tu facilement d'être en contact avec les autres? Explique. Ça peut être aussi des questions que vous présélectionnez, hein. On aime toujours à le dire aussi quand on prête un jeu, quand on décrit un jeu, de sélectionner les questions au préalable ou tout simplement aussi de s'en inspirer pour créer ses propres questions. Ça peut être aussi
une activité à faire avec votre public, hein. Si vous voulez pas partir sur comment dire, si vous voulez faire ce jeu pour des enfants un peu plus grands, des ados, eh bien, on prend la base de jeu du dé, action-vérité, mais on va co-construire les questions ou les actions avec les participants. C'est aussi tout à fait possible. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 outils que j'ai présentés très rapidement? Parce que le temps file et je voulais faire un large panel des ressources existantes. C'est bon, il n'y a pas de questions dans le chat non plus que Il y je avait vois des pas du coup. questions dans le chat, Jennifer, Oui, notamment. Alors, j'ai répondu par écrit, mais est-ce qu'on avait des parfait. propositions d'outils pour jeunes adultes? J'ai dit qu'on en avait pas mal à la doc, mais qu'ils Oui, étaient plus rares en ligne, mais que par contre, on pouvait tout à fait adapter des outils pour enfants, pour les adultes. exactement, Et tout à fait. Et pardon, et justement, ce jeu-là, Action-Vérité, existe en format adulte et dématérialisé aussi. Vraiment celui-ci. est-ce qu'il est possible de l'utiliser avec les familles, parents et enfants? Tout à fait. Oui, aussi, tout à fait. Oui, oui. Et est-ce Et que ça peut même être rigolo, enfin, tout est envisageable, rigolo de lancer que l'enfant lance le dé pour être complètement acteur de enfin, du jeu, et en même temps, lui commence à répondre et que le parent réponde exactement à la même question, ça peut être tout à fait envisageable. Et puis après, comme on disait, débriefer et puis relancer les questions et aller compléter le sujet en tout cas. Y avait-il une autre question? est-ce qu'on peut transmettre les liens des ressources, mais ce sera fait avec le support? Tout à fait, tout à fait. Le support sera intégré au support global. Et pour répondre aux autres questions qu'il y a eu entre deux, je vous mets les liens pour les prochaines formations et journées découvertes des outils sur les compétences psychosociales dans le chat. Comme ça, vous aurez toutes les dernières infos fraîches. Ah, c'est parfait, merci beaucoup. Et donc, alors, pour les autres ressources, je vais passer donc par notre site Promotion Santé Normandie. Donc, on a, alors, hop, on a un onglet qui s'appelle Se documenter et s'outiller. Et donc, notre service documentaire et pédagogique, où vous aurez les informations principales et notamment nos jours de fermeture, hein, c'est toujours important à savoir, pour pas que vous vous trouviez porte close en vous déplaçant. Et du coup, on va retrouver en fait la carte. Ça, c'est un élément important, hein, parce que j'ai entendu tout à l'heure des gens qui disaient je suis de Cherbourg, etc. Donc effectivement, on essaie le plus possible d'avoir un maillage territorial le plus large possible. Et donc, Charlène l'a dit tout à l'heure, il y a 2 centres ou c'était Chloé peut-être, mais 2 centres de ressources gérés par des documentalistes en Normandie, donc à Rouen et à Hérouville-Saint-Clair aux portes de Caen. Donc là, vous trouverez les gros centres de ressources avec des ouvrages théoriques aussi que vous ne retrouverez pas dans les autres points ressources. Les points en vert sont des pédagothèques qui sont aussi animées par des collègues, entre autres de Promotion Santé Normandie. Et les points roses vont être ce qu'on appelle des points relais documentaires. Et à chaque fois que vous cliquez sur un des points, bleu, vert ou rose, vous avez les coordonnées du coup du point ressource avec les coordonnées de la personne à contacter. Et quand il existe, en tout cas, c'est pas le cas partout, mais en tout cas, quand il existe, il y a le catalogue des outils qui est intégré à cette carte des points relais documentaires et pédagogiques et du réseau plus globalement du réseau documentaire. Donc là, c'était l'exemple du point relais documentaire de Lisieux. J'essaie d'aller très très vite pour vous montrer le plus possible de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Des sites. Donc sur le site de Promotion Santé Normandie, vous allez aussi avoir accès à ce type de vidéos. Des vidéos très courtes, très faciles à comprendre, très percutantes sur les compétences psychosociales de manière globale. Qu'est-ce que c'est? Comment on les développe? Et après, plus spécifiquement sur les 3 grands groupes de familles que Charlène a présenté tout à l'heure, avec à chaque fois les sous-compétences, une vidéo par sous-compétence. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver sur notre site internet. Donc, en passant par nos espaces thématiques, donc sur l'onglet compétences psychosociales.
Donc, ces vidéos qui seront mises en récapitulatif dans le PowerPoint global que vous allez recevoir sont disponibles directement aussi sur notre site internet. Donc, on va les retrouver ici. Et à chaque fois, vous avez aussi accès au support d'aide qui vont être des fiches récapitulatives pour vous guider en tout cas et vous rappeler très rapidement les grandes lignes des compétences psychosociales par famille. Qu'est-ce que Oui, ça, je peux vous montrer aussi. Tous les liens seront cliquables. Je vais pas prendre le temps, là, malheureusement, de cliquer dessus parce qu'après, on fait un petit questionnaire de satisfaction rapide. Donc, je vais juste vous les présenter, mais tout est cliquable. Et Sirena CPS, c'est un site qui va regrouper vraiment une multitude de ressources spécifiquement sur les compétences psychosociales. Tous les centres ressources aussi, donc ceux déjà évoqués spécifiquement en Normandie, vous allez les retrouver sur Sirena, mais dans toute la France aussi. D'autres promotions santé en France ont contribué à nourrir ces ressources. Promotion santé Île-de-France, c'est pareil, vous allez retrouver des ressources pour vous accompagner lors de vos actions, des choses téléchargeables, comme c'était le cas pour le CRIPS Île-de-France. Les ouvrages théoriques et les documents théoriques que vous voyez là en bas de page sont des ressources qui sont soit imprimées pour celles de Santé publique France, soit des ressources en livre qui sont disponibles dans les centres de ressources principaux, donc d'Hérouville-Saint-Clair et de Rouen, que vous pouvez emprunter. Tout est absolument empruntable dans nos centres de ressources. Et là encore, un peu plus davantage d'outils, Scholavie avec encore des choses clés en main, téléchargeables, imprimables, avec les objectifs, les publics, le matériel nécessaire. Tout ça, c'est indiqué sur les fiches. Et encore une fois, notamment sur Scholavie, vous pouvez, je vais peut-être quand même aller voir celui-ci spécifiquement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Parce que vous pouvez sélectionner les thématiques directement, chercher un nom d'outil, si vous avez un nom d'outil en tête, l'inscrire, chercher les thématiques, chercher par un CPS. Directement, vous voulez travailler la capacité de maîtrise de soi, hop, vous cliquez et en dessous s'affichent tous les outils qui vont... non, il n'a pas... je suis allée trop vite. Hop. Les outils, bon, il n'a pas aimé le fait que je mette sur entrée. Mais en tout cas, vous pouvez tout trouver spécifiquement si vous travaillez une sous-compétence sur le site de Scholavie. Voilà, très rapidement. Et puis aussi, vous pourrez... l'éveil thématique. Alors, on n'a pas une veille spécifique compétences psychosociales puisque c'est une donnée qui est transversale. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver cette dimension-là en la tapant dans mince, comment ça s'appelle pas l'onglet recherche, mais oui, on peut dire ça comme ça. C'est pas le mot que je cherchais, mais sur la recherche, en tout cas, des veilles thématiques, vous pourrez retrouver des documents s'apparentant aux compétences psychosociales. Et enfin, très rapidement, Bip-Bop. Donc, c'est la base qu'on va utiliser pour retrouver nos ressources à nous et des ressources, si je peux y aller aussi pareil, très rapidement. Quelque chose qui est très important que vous pourrez utiliser, c'est la recherche en ligne. En fait, outils disponibles en ligne. Vous allez notamment retrouver les outils que j'ai présentés tout à l'heure en cliquant en ligne et compétences psychosociales. Et en lançant la recherche avec la flèche, vous allez trouver 326 outils qui vont explorer les compétences psychosociales et vous aider dans vos actions et qui sont dématérialisés. Voilà. Et très rapidement, j'ai fini là-dessus, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les centres de ressources, à venir nous voir, à venir nous envoyer des mails, à nous téléphoner, à nous poser des questions. N'hésitez pas à passer par le standard pour nous solliciter. Merci de votre attention. J'ai essayé de faire très très vite. Merci beaucoup. Voilà, on voit qu'effectivement, il y a déjà des personnes qui ont peut-être d'autres réunions par la suite. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et votre participation à ce webinaire. Et du coup, ce qu'on vous propose pour clôturer ce webinaire, c'est de répondre à un petit
encore une fois, un petit WooClap, un petit questionnaire. WooClap, c'est une question très rapide par rapport à ce que vous avez pu penser de ce webinaire et comment améliorer nos webinaires. Donc voilà, je vous laisse, si vous avez la possibilité, si vous avez quelques 5 petites minutes pour compléter ce petit questionnaire d'évaluation. Voilà. Et du coup, voilà, on peut clôturer ce webinaire. Voilà. Merci encore à Charlène et à Jennifer pour leur intervention très instructive et très bien illustrée. Merci à Alexandra pour sa présence et son introduction de ce webinaire. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, vers Jennifer, notamment vers Charlène, si vous avez des questions aussi complémentaires, des choses que vous n'avez pas pu aborder aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de nos équipes. Bonne journée à toutes et à tous et bon courage pour cette fin d'année.